Qu'est-ce qu'un récif artificiel et à quoi peut-il bien servir? SCAFPRO, groupe de recherche océanographique, ONG, nous livre son expertise illustrée par 20 ans de recherche internationale dans cette discipline écologique qui est la revitalisation sous-marine. Un récif artificiel peut protéger des zones de frayère pour soutenir la reproduction naturelle. Renforcer des zones de nourricerie en multipliant les protections pour les juvéniles afin de favoriser le développement des premiers stades de vie. Fixer une faune et une flore présentes naturellement et leur permettre de se développer, créant ainsi des chaînes alimentaires nécessaires, entre autres, aux organismes exploitables. Limiter aussi le braconnage en interdisant la pratique de certains types d'engins, chalutage. Développer l'écotourisme par la plongée. Et enfin, et surtout, réparer les dégâts causés à l'environnement par des générations de surpêche. Un récif artificiel est une structure immergée volontairement à des fins d'études scientifiques, de protection physique d'un lieu contre les vagues et les effets du vent, de protection halieutique ou de loisirs, plongée et photos sous-marines. La plupart des récifs artificiels concernent des milieux marins, mais quelques expérimentations ont porté sur les eaux douces ou saumâtres. Dans la plupart des cas, les récifs artificiels sont colonisés en quelques mois en attirant de nombreuses espèces de poissons et crustacés. Les récifs artificiels sont d'abord colonisés par des espèces pionnières, puis ils offrent un milieu de substitution à une biodiversité plus importante. Le principe est d'offrir aux espèces un habitat leur convenant en matériaux les plus biocompatibles possibles et, le cas échéant, une offre de nourriture qui peut elle-même croître sur la structure artificielle. Le gestionnaire, pour des raisons de protection de la nature ou halieutique, peut viser à favoriser quelques espèces cibles. Un plan de restauration ou de réintroduction peut alors être associé au projet. Certains récifs peuvent être aussi utilisés pour stabiliser en dissipant l'énergie des vagues, le trait de côte, des digues ou jetées ou brise-lames. Un récif artificiel est à la fois un dispositif d'attraction et d'augmentation de la productivité biologique. S'il est exploité, ce qui n'est pas conseillé, en tant que ressource halieutique, au-delà d'un certain seuil, comme toute ressource, il peut être surexploité. En tant que DCP, dispositif d'attraction, il peut devenir un puits écologique, voire un piège écologique le plus souvent. Le récif doit être positionné à un endroit où assez de nutriments et de lumière sont disponibles. Ils doivent présenter un volume, une structure et des caractéristiques de micro-habitat convenant à l'attraction, la protection et la nourriture des espèces qu'il doit attirer et abriter. Il doit aussi résister aux vagues, courants et tempêtes, ou un tremblement de terre, le cas échéant, voire au tsunami. Des introductions volontaires de coraux et organismes, génie écologique, permettent une colonisation plus rapide. Le récif doit être constitué de matériaux neutres, éco-compatibles, non toxiques, non écotoxiques et être
biogéographiquement judicieusement positionné. Il doit présenter les conditions de vie des espèces qu'on veut y attirer. Les cavités ombreuses, longues et étroites, sont adaptées pour le congre ou la rascasse, qui apprécient que leur corps soit en contact direct avec les parois. Le loup ou le sard recherchent une cavité plus grande, où ils peuvent nager plus à l'aise. Ces deux derniers poissons attendront que quelques pionniers de leur espèce aient inspecté et adopté ce nouveau décor avant de le coloniser massivement. Pour des raisons de sécurité, dont la sécurité alimentaire, les récifs, sauf s'ils ont aussi un rôle de dépollution, ne doivent pas être exposés à des panaches de pollution organique ou chimique ou posés à proximité de zones de munitions immergées ou de zones mortes. L'évaluation des peuplements de poissons associés aux récifs artificiels peut faire appel à deux stratégies d'échantillonnage différentes. Des méthodes destructives utilisant des engins de pêche traditionnels, filets, trémailles, filets maillants, chaluts, palangres, cannes et hameçons, ou d'autres engins, fusils harpons et divers poisons, et des méthodes conservatrices, ce qu'applique SCAVPRO, directe évaluation en plongée par relevé visuel, enregistrement vidéo ou audio, ou indirect, technique acoustique, engin téléguidé, enquête auprès des professionnels. Dans les méthodes non destructives, on trouvera l'expertise de la surface et volume d'habitat échantillonné connu, calcul de densité et biomasse. L'expertise de la caractéristique du site connu, observation directe. Possibilité d'évaluation répétée et de suivi et comparaison à long terme du même peuplement. Données sur les espèces vivant à l'intérieur et autour du récif. Évaluation plus efficace des espèces craintives et bonnes nageuses. Possibilité d'observation du comportement des espèces. Comptage impossible si turbidité trop importante. Obligation d'un entraînement particulier à l'échantillonnage et d'une intercalibration des observateurs. Depuis les premiers essais d'inventaire visuel des poissons sur les récifs coralliens d'Hawaï en 1954, les comptages en plongée des peuplements de poissons sont largement utilisés à travers le monde, aussi bien sur les habitats naturels qu'artificiels. Chaque récif artificiel étant un cas particulier, du fait de sa taille, de quelques mètres cubes à plusieurs centaines de mètres cubes, de sa structure tridimensionnelle et de son hétérogénéité structurale, les méthodes classiques d'inventaire, transsec, point circulaire, sont difficilement applicables. Aussi, les techniques de comptage ont été adaptées à la spécificité des récifs artificiels. Il est en effet impossible de voir la totalité du récif, ni à partir d'une même ligne de transect, ni du même point d'observation. Une stratification de l'échantillonnage est donc nécessaire. Le protocole de comptage tient avant tout compte du comportement des différentes espèces rencontrées, mobilité, domaine vital, rapport avec le substrat, de leur taille et densité moyenne, individus isolés ou en groupe, et de l'architecture du récif, nombre de modules, dimensions, formes, arrangements et dispositions. Dans le cas d'un relevé en plongée, le protocole classique est le suivant. Les espèces à domaine vital, étendu, très mobiles et difficiles d'approche, sardes, dorades, loups, sont comptées en premier. Dès l'arrivée des plongeurs sur le récif, les espèces vivant à l'intérieur, congres, mostelles ou à proximité immédiate du récif, labres, serrans, sont ensuite dénombrées, face par face, en tournant autour du récif. Enfin, les espèces benthiques vivant au contact du récif, rascasses,
sont répertoriés en explorant les cavités et la zone interne du récif, par un tour complet autour du récif et des déplacements en zigzag au-dessus du récif. Les abondances des espèces grégaires, de pleine eau, peu craintives, qui forment parfois un véritable nuage au-dessus du récif, bancs de bogue, mandoles, castagnoles, sont estimées en dernier. Toutefois, la forte abondance de ces espèces plantonophages peut masquer l'importance des autres espèces présentes et l'interprétation des résultats doit en tenir compte. Un inventaire le plus complet possible est réalisé pour chaque comptage, prenant en compte toutes les espèces présentes selon le même protocole de déplacement. La composition spécifique du peuplement de poissons est l'un des éléments essentiels des comparaisons entre types des récifs. Parfois, les inventaires sont limités à certaines espèces cibles en raison de leur intérêt commercial. 6 principaux paramètres descripteurs du peuplement de poissons sont pris en considération. Richesse spécifique totale, nombre total d'espèces rencontrées par récif et par site lors de l'ensemble des comptages. Deuxièmement, richesse spécifique moyenne, nombre moyen d'espèces observées par récif et par comptage égale le nombre d'espèces par relevé. Troisième, fréquence de présence des espèces, pourcentage de relevé comprenant l'espèce considérée. 4 classes de fréquences sont considérées: espèces permanentes, 75 à 100% de présence, espèces fréquentes, 50 à 75% de présence, espèces occasionnelles, 25 à 50% de présence, espèces rares, moins de 25%. L'importance relative de chacune de ces classes permet d'estimer la variabilité temporelle du peuplement de poissons et constitue un bon indicateur de stabilité ou, à contrario, d'instabilité si la proportion en espèces rares est élevée. Renouvellement en espèces important. Quatrièmement, abondance ou densité exprimée respectivement en nombre d'individus par récif ou par unité de volume mètre cube de récif. Le nombre d'individus d'une même espèce formant un groupe est dénombré de façon directe jusqu'à 10 individus et pour des groupes plus importants estimés selon une cotation d'abondance proche d'une progression géométrique de base 2. Les densités sont calculées à partir de la moyenne arithmétique de chaque limite de classe. L'emploi de classes d'abondance préfixées a l'avantage d'augmenter la rapidité de comptage et minimise les pertes d'informations liées à l'estimation par comptage direct, générateur de sous-estimation fréquente. Cinquièmement, la taille des individus. Dans la plupart des cas, 3 catégories sont utilisées: petit, moyen, gros, PMG. Ces catégories, adaptées à chaque espèce, sont déterminées par rapport à la taille maximum atteinte citée dans la littérature en tenant compte des différences régionales de taille maximale, atlantique ou méditerranée. Sixièmement, la biomasse. À partir des données de comptage in situ, fournies par les densités et tailles des poissons, il est possible d'estimer la biomasse en utilisant une relation taille-poids par espèce. Pour chaque classe de taille, un poids moyen est calculé. Ce poids correspond à la moyenne arithmétique des limites de classe de taille.